Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre leur succès à travers les générations et décrypter avec elles leur organisation au prisme de trois cercles que sont le cercle de l'entreprise bien sûr, le cercle des actionnaires et celui de la famille. Elles nous partagent leurs réussites mais également leurs doutes, leurs enjeux de transition et de transmission et en quoi l'urgence environnementale est une formidable opportunité pour continuer l'aventure en famille avec la nouvelle génération à bord. Je suis Julien Lesque, j'accompagne depuis près de 15 ans des entreprises familiales et des familles entrepreneuriales sur leurs enjeux de gouvernance actionnariale et familiale, et je suis par ailleurs le cofondateur de Kimpa, le spécialiste de l'investissement à impact social et environnemental pour investisseurs privés et professionnels. Je reçois aujourd'hui Jean-Thomas Schmid du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Julien. Alors Jean-Thomas, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui pour parler de ton entreprise. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous parler déjà de l'histoire de cette entreprise familiale? Oui, alors je vais commencer par me présenter. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir et je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui pour témoigner. Donc moi, je suis Jean-Thomas Schmid, je suis un garçon de 40 ans récemment. Donc voilà, je viens de franchir ce cap où on considère qu'on est un adulte dans le monde de l'entreprise. Je suis marié, j'ai 3 enfants, un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. Je suis, après un parcours à l'EDEC où j'ai suivi un master en finance, je suis rentré directement dans l'entreprise familiale dont on va parler dans un instant. Voilà, et donc je suis le représentant de cette entreprise familiale qui s'appelle Epner, représentant de la 4e génération d'actionnaires, sachant que toutes les générations précédentes, première, deuxième, troisième, quatrième, ont eu des dirigeants actionnaires à la tête de leur entreprise. Alors Epner, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je pense qu'ils sont nombreux, même si on travaille sur notre réputation, il y a toujours évidemment cette absence de connaissance, ou en tout cas on ne la connaît pas dans le détail. Epner, c'est une entreprise qui se définit comme créatrice de solutions transport et logistique, spécialiste des flux depuis et vers la France. C'est une entreprise qui est basée aujourd'hui dans 9 pays, alors essentiellement en Europe, avec une prédominance de la France qui est très importante, puisque c'est son berceau, même si j'y reviendrai dans un instant, l'ADN franco-allemand est extrêmement présent, d'où une présence aussi importante en Allemagne, est présent depuis l'origine, puisque ça a commencé sur les flux entre Kiel et Strasbourg. On est présent dans un certain nombre d'autres pays européens, comme la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Angleterre, j'en passe et des meilleurs. Et on est présent depuis peu au Sénégal, de manière un peu proactive, de manière un peu prospective, pardon, pour tabler un peu sur les potentialités futures qu'on estime importantes sur cette zone africaine, subsaharienne, francophone, puisqu'on est en train d'ouvrir en Côte d'Ivoire en même temps. Donc ça complétera le 10e pays dans lequel on sera. On est 3700 collaborateurs. Et on fait un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros en 2022. Alors en 2023, avec le reflux des taux de fret, on repassera sous la barre du milliard, ce qui nous donnera l'occasion formidable de refêter le milliard en 2024. Donc voilà, on essaye de voir le verre à moitié plein. Mais voilà à peu près la fiche descriptive de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Bon, génial. Là, ce que tu viens de me décrire, Jean-Thomas, c'est l'entreprise familiale. Absolument. Et quand on fait de la gouvernance familiale, on parle souvent de 2 groupes, l'entreprise familiale, mais il y a aussi la famille entrepreneuriale, qui est généralement représentée par les actionnaires familiaux. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de l'histoire? Tu m'as dit que c'était 4e génération. Ça commence comment? Ça commence où, cette aventure incroyable pour créer cette entreprise aujourd'hui qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Bravo, ça paraît incroyable. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a une genèse qui est bientôt centenaire, puisque l'entreprise a été créée en 1925. Alors pas exactement créée. C'est une nuance qui n'a pas beaucoup d'importance, mais mon arrière-grand-père a racheté cette entreprise. Donc en réalité, elle est un peu plus ancienne que ça, mais elle est très légèrement, puisque c'est d'une seule année, mais elle est dans la famille depuis 1925. Alors, mon arrière-grand-père, c'était un paysan. Alors, j'aime bien cette anecdote. Il y a deux versions sur l'origine, mais je vais raconter celle qui me plaît le plus. Mon arrière-grand-père était un paysan du nord de l'Alsace, qui avait cherché un moment à grandir, et il a trouvé cette petite entreprise de transport qui allait pas très bien. Il l'a rachetée parce qu'il y avait plus de chevaux dans cette entreprise à l'époque que le plus gros paysan de son village. Donc du coup, c'était une sorte de build-up avant l'heure
pour reprendre le leadership de son village en termes d'agriculture. Et en fait, il s'est piqué un peu au jeu du transport et du transit entre Strasbourg et Kiel, où effectivement, il a développé les affaires avant-guerre, etc. Et puis ensuite, il y a une pause, évidemment, pendant la guerre de ces affaires-là, avant de reprendre à la sortie avec mon grand-père, qui a lui-même développé plus largement le transit. D'abord, effectivement, très fortement avec l'Allemagne. À la fin des années 70, il y avait plus d'agences en Allemagne qu'en France. Donc, on était presque plus une entreprise allemande, entre guillemets, que française, d'un point de vue opérationnel. Et puis, il avait développé les trafics. À l'époque, c'était très régionalisé. Hein. On était très loin de la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, entre Strasbourg et Paris, d'une part, et puis entre Strasbourg et le grand régional, avec Nancy, avec Metz, etc. Et c'était une entreprise florissante, mais dans un jardin qui était petit. Et on voyait bien déjà les enjeux de nationalisation, la montée en puissance des échanges intra-européens qui commençaient à se développer. Hein. L'Union européenne en était assez balbutiement, mais commençait à exister. Et là, mon père, lui, qui lui a succédé, a eu cette vision qu'il fallait absolument qu'on complète le maillage assez rapidement. Parce que, en fait, comme on avait beaucoup développé l'international, on s'appuyait sur de très grands acteurs internationaux, enfin très grands, qui étaient des local heroes, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment des acteurs régionaux, mais très puissants, notamment en Allemagne, en Autriche, etc., qui, eux, cherchaient les meilleurs partenaires. C'était eux qui donnaient le là des partenariats en Europe pour la distribution des flux de leurs propres clients, etc. Et une présence à Paris et à Strasbourg était un peu insuffisante, donc on a commencé à chercher. Mon père est sorti du Bas-Rhin pour aller dans le Haut-Rhin et compléter l'Alsace. Puis il a complété l'Alsace avec toute la partie est de la France, avec le rachat en 1984 d'une entreprise qui s'appelait Lambert et Valette. Comme il m'a dit un jour, c'est assez amusant d'un point de vue entrepreneurial. Si j'avais fait les due diligence correctement, j'aurais jamais racheté cette entreprise, mais aujourd'hui on serait plus là parce que j'aurais raté le move stratégique qui permet aujourd'hui d'avoir complété le maillage. Et puis, début des années 2000, 2005, 2006, on rachète une entreprise qui s'appelle XP. Parce qu'à l'époque encore, pour des questions internationales et notamment des partenaires, ils commençaient à chercher des alternatives. Parce qu'à la fois, ils cherchaient des gens capables de mailler, mais qui ne soient pas trop encombrants d'un point de vue stratégique. Parce que la France, c'était un pays important, évidemment, dans les échanges, notamment avec l'Allemagne, etc. Et donc, mon père fait le choix d'acquérir une entreprise qui s'appelle XP, et là, pour le coup, de compléter le maillage français, d'une part pour répondre effectivement à ces enjeux-là, et d'autre part pour compléter, pour développer nos services sur lesquels on était très fort, notamment ceux de la commission de transport international, dans les agences de cette entreprise-là. Et puis mon père ayant l'âge qu'il est, alors après on peut critiquer ou adhérer à cette position-là, certains la considèrent comme népotique, d'autres la considèrent comme valable, dit si j'avais pas eu de champion familial, champion dans la famille pour reprendre l'entreprise d'un point de vue opérationnel, bien au-delà des considérations liées au pacte du Treuil, etc. C'était sa vision entrepreneuriale. J'aurais sans doute arrêté et vendu. Et puis, moi, j'étais le dernier de la 4e génération, et personne n'avait fait, de son point de vue, ni les études, ni le parcours professionnel, ni démontrer en fait la volonté d'y rentrer, etc., vraiment pour reprendre l'entreprise. Et moi, je sortais de mon EDEC avec un peu de stress, pour être tout à fait honnête, en me disant, à l'époque, les camions, ça me faisait pas vibrer. 25 ans, j'étais plus dans autre chose. Et puis, comme tous les garçons de mon âge à l'époque, c'était pas encore les startups, c'était la finance ou le marketing. Il fallait choisir, mais j'étais plutôt finance. J'aurais bien fait un peu de finance à l'international. Et mon père et moi, on a 43 ans d'écart d'âge. Et son âge faisait que j'avais pas envie non plus de le laisser poireauter pendant des années, à espérer l'arrivée d'un éventuel successeur comme un mantra qui finirait par jamais tomber. Je pense que sa déception et sa fatigue auraient été trop importantes. Du coup, j'ai fait le choix de me précipiter dans l'entreprise pour y rentrer. Alors, on pourra peut-être revenir, je sais pas si tu veux revenir après sur mon parcours opérationnel ou si je poursuis, mais du coup, moi, je rentre comme porte-serviette d'un patron de BU, qui était la BU aérien maritime. Puis je donnais des instructions à des gens qui avaient 30 ans de plus que moi, 20 ans de maison. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et puis je trouvais que j'avais aucune légitimité. Et moi-même, j'avais quelque chose à me prouver, parce que tu as la figure du commandeur au-dessus de toi, tu vois bien qu'en interne, il est extrêmement respecté, tu vois bien que les gens te regardent en me disant, mais
c'est quoi cet ovni, et comment ça va se passer avec lui, et comment il faut lui parler, etc. Et il y a eu une démission assez rapidement dans une petite agence à Lille. Et là, j'ai levé le doigt en disant, écoutez, j'ai besoin de faire mes preuves. Je revenais de Lille. J'avais déménagé, mais c'était un coup de cuir à peau de redéménager. Donc j'ai redéménagé à Lille pour aller reprendre cette petite agence-là, ce service au sein d'une agence qui se passait pas très bien. Puis j'ai redressé assez rapidement l'agence, malgré la perte du plus gros client, etc. Alors ça s'est fait un peu au début, par restructuration des effectifs, etc. Et là, mon père, après un an, moi j'ai positionné mon successeur, et au bout d'un an, m'a dit, écoute, puisque tu as l'air de savoir redresser les choses, à la limite, on va te mettre dans ce genre de parcours. Tiens, il y a un autre service international à Rungis, au sud de Paris, mais cette fois international terrestre, qui marche pas, t'as qu'à le prendre. On perdait 400 000 € à l'époque par an sur ce service-là. Découverte des syndicalistes, découverte d'un monde ouvrier qui finalement m'a beaucoup plu et qui façonne ma manière de percevoir l'entreprise et les valeurs de l'entreprise aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il y a un contact très direct que j'apprécie beaucoup. Et en fait, on a redressé assez rapidement le truc. Pareil, en un an, on passe de moins 400 à plus 200. Voilà, c'est des chiffres comme ça. C'est pas pour me parer des plumes du pan, parce que mais c'est pour expliquer. Et là-dessus, il se passe un truc dans cette agence. Je découvre un réseau de vol qui est mis en place par de l'extérieur, un peu mafieux, etc. Puis je collecte les preuves, je mets les pieds dans le plat, et puis je dis à mon père, écoute, voilà, j'ai collecté tout ça. Il faut que tu m'aides. Donc là, il fait intervenir un peu les gens en dessous qui n'y croyaient pas trop ou qui voulaient pas y croire. Et puis finalement, on débarque un peu toute la chaîne, et ça remontait en fait très haut dans l'agence, puisque c'était le patron d'agence qui était directement lié. Et donc voilà, on met tout le monde dehors, et moi je prends l'intérim. Et là, j'ai eu ma première déception, mon premier conflit avec mon père, qui, au lieu de me faire confiance, moi j'avais mis, me semble-t-il, des choses en place, des jalons, et puis une organisation de gouvernance qui me paraissait pertinente pour une direction régionale. Et finalement, mon père fait le choix de recruter quelqu'un à l'extérieur, très bien, fine. Sauf qu'il me prévient pas, il me balance le type dans les pattes, qui arrive et qui m'attend pas pour démarrer la réunion. Bref, on sentait qu'il y avait un peu de politique derrière, qui venait pas de mon père, mais j'ai beaucoup reproché à mon père de m'avoir court-circuité. Et là, j'ai eu pour la première fois l'envie de quitter l'entreprise en me disant, puisque c'est comme ça qu'on me traite, malgré ce que je fais. Le groupe fait quelle taille à ce moment-là ? Le groupe, il fait 400, 500, quoi. Okay. Et là, je dirige une région qui en fait peut-être 50 ou 45, etc. Et donc là, j'ai mon premier conflit. J'en ai eu d'autres avec mon père par la suite, mais ça s'est toujours arrangé. Mais j'ai eu des gros moments comme ça de tension. Ça s'en a été un. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, je discute à la maison avec lui. Je dis, écoute, voilà, moi, je me sens prêt aujourd'hui pour prendre plus gros, plus fort. Et j'ai envie de faire mes preuves, de continuer à le faire. Et on parle à l'époque d'une région qui n'allait pas du tout dans le groupe, pas seulement sur le plan des résultats, mais sur le plan de l'ambiance générale, du syndicalisme. C'était très dur, très lourd, etc. C'était Île-de-France Nord, qui était un gros nid à perte, etc. de l'entreprise. Et il me dit, écoute, je suis pas sûr qu'il faille que tu prennes ça, c'est dur, c'est lourd, t'es jeune. Je lui dis, bah ouais, mais on verra bien ce que je vaux réellement, quoi. Et il paraît qu'il a fait le tour du COMEX un jour en interrogeant chaque membre du COMEX pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Finalement, les gens ont validé l'idée. Donc j'y suis allé, et là aussi, alors j'ai eu un peu de chance puisque le plus gros client de l'agence a doublé sa taille quand tu arrives. Donc là, pour le coup, je peux pas dire que j'y suis pour quelque chose, mais bon, la chance, ça compte parfois. Et puis effectivement, on a fait un gros travail là pour le coup d'optimisation des coûts. J'y reviens. Malheureusement, ça m'a un peu collé par la suite au basque, un peu comme image, parce que j'avais un peu l'image du restructureur en chef, donc c'était un peu compliqué par moment. En tout cas, ça m'a un peu collé dans le dos. L'étiquette a un peu collé un petit moment, mais je m'en suis débarrassé par la suite. Et puis donc on redresse cette agence. Et là, c'est une voie royale pour arriver à la DG, parce que je gagne en crédibilité dans un groupe qui était extrêmement perturbé par ce périmètre-là, qui n'allait pas, à la fois opérationnellement, financièrement, qualitativement, etc. Et donc j'arrive, là, je prends une direction générale déléguée, en charge des opérations. Les 8 premiers mois se passent très bien, parce que j'apporte ce que j'ai vu sur le terrain et les éléments d'amélioration que j'avais en tête. Et puis je voyais que de plus en plus j'étais dans le détail, à jouer les mouches du coche avec les directeurs régionaux. Mais moi je le percevais, j'arrivais pas à le matérialiser. Un jour, j'ai le directeur international de mon père qui rentre dans mon bureau, qui ferme la porte derrière lui, qui me dit Jean-Thomas, je peux vous parler? Il me dit oui. Il dit faut que je vous dise très directement, vous régressez.
Je dis, ah ouais, c'est bien de me le dire. Et il avait parfaitement raison. J'étais en train de régresser, j'étais en train de m'enfermer dans un niveau de détail qui me permettait pas de constituer ma vision stratégique. Que, en fait, on se constitue pas tout de suite, hein, quand on vient des opérations. Moi, j'avais une vision très opérationnelle des choses, hein. J'étais incapable de me dire, voilà où je veux aller, quelle est ma vision du groupe pour, même dans 3 ans, hein. Et donc, ça a été un formidable déclic pour moi de me dire, attends, d'abord, fous la paix, excusez-moi du terme, fous la paix aux directeurs régionaux qui savent très bien ce qu'ils ont à faire. On a un principe de subsidiarité qui est très puissant dans l'entreprise. Laissons-le s'appliquer. Et moi-même, du coup, ça m'a permis de prendre le recul. Et là, du coup, d'enclencher mes premiers jalons stratégiques et notamment mes premiers axes de collaboration avec la gouvernance familiale, notamment sur les enjeux de transformation digitale, qui a été la thématique que je me suis appropriée. Alors, mon père m'a laissé, on pourra en reparler, une entreprise absolument extraordinaire, d'abord sur le plan financier. Vraiment, c'est une entreprise qui est extrêmement saine sur le plan financier, qui a toujours d'excellents ratios. Mais mon père avait une aversion à la dette. C'est qu'on était extrêmement puissant d'un point de vue cash. Et puis il m'avait laissé surtout une entreprise qui, sur le plan des valeurs, de la culture d'entreprise, du mode de fonctionnement basé sur le principe de subsidiarité, était un formidable vecteur d'adhésion, de marque employeur, etc., sur lequel j'ai pu bâtir derrière. Et donc, j'ai fait un petit groupe de travail avec un cabinet en strat sur la transformation digitale. Premier contact avec l'actionnariat, avec les représentants des branches. On y reviendra peut-être. Et ce qui m'a à la fois permis en interne de lancer un vrai plan de transformation de l'entreprise sur le plan informatique et digital, parce que quand on parle de digital, c'est au sens large. Et puis, en même temps, d'onboarder la famille et de prendre finalement une direction générale en 2015. Et une présidence qui a suivi en 2021. Voilà, donc génial. L'ensemble du parcours. Est-ce qu'on peut revenir un petit instant sur quand tu es peut-être adolescent, c'est quoi la dynamique à la maison? Donc tu as 3 frères et sœurs devant toi, hein, c'est ça que j'entends dans ce que tu as décrit. C'est quoi pour toi l'entreprise familiale à ce moment-là? Elle représente quoi dans votre famille? C'est présent, c'est pas présent, on en parle à table? C'est très présent. Tu viens de préciser que j'ai 3 frères et sœurs. Alors je t'ai expliqué, j'ai en fait que des demi-frères et sœurs, ce qui est pas neutre dans l'explication que je vais donner, parce que tu as dans la famille une conviction que il faut bien séparer les conjoints des actionnaires familiaux, de la ligne directe de Jean Albert Schmitt, l'arrière-grand-père. Bon, et donc mon père fait sa propre gouvernance personnelle, ou en tout cas gérer son patrimoine personnel de manière ad hoc, hein. Donc forcément, voilà, il y a ce qui est perso, et puis il y a le patrimoine familial qui est vraiment séparé. Et en l'occurrence, ma mère avait eu d'un premier mariage un premier frère, enfin mon frère et la plus petite des 2 sœurs, qui sont tous mes aînés, dont un a travaillé dans l'entreprise familiale assez longtemps avant de la quitter pour aller vers d'autres missions et d'autres aventures. Et puis une autre sœur qui fait de l'architecture d'intérieur, donc vraiment un modèle différent. Et ma plus grande sœur, qui elle pour le coup était impliquée dans l'entreprise familiale également, après un début ailleurs, pour finalement accompagner mon père notamment sur le commerce, etc., ou en tout cas rentrer au commerce chez nous. Et donc forcément, moi j'entends dans les dîners familiaux parler de l'entreprise familiale, mais l'écart d'âge fait que d'une part, j'ai pas la maturité et le recul nécessaire pour comprendre ce qui se dit sur le fond, donc pas capable de challenger quoi que ce soit. Et sur la forme, ça m'intéressait, mais je me sentais pas très 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 pertinent, quoi. Et moi, mon père, il me parlait librement de l'entreprise, mais c'était assez schématique, quoi. Donc mon père a eu l'intelligence dès le départ. Alors, je ne sais pas s'il le pensait sérieusement. Mais ce qui était bien, c'est qu'il nous a toujours dit, tu fais ce que tu veux dans la vie. L'important, c'est que tu le fasses bien. Si tu veux faire guitariste, tu le fais bien, mais tu fais très bien de la guitare, quoi. Mais je pense sincèrement qu'il le pensait. C'était quelque chose qui était important pour lui, c'est qu'on fasse bien les choses. Pas juste être quelqu'un qui profite de l'argent de papa, maman, et puis voilà. Et donc ça, c'était très très important pour lui. Et moi, il m'a jamais mis de pression importante, etc. Cette pression, je me la suis mis tout seul. D'abord parce que je pense que quand j'étais justement sorti d'école de commerce, etc., je manquais un peu de confiance en moi. Je suis plutôt un introverti contrarié, moi, à la base. Donc
voilà, j'avais besoin de reprendre confiance en moi et cette pression, je me la suis mis tout seul. Là, il a eu l'intelligence, d'une part, de me laisser faire toujours mes erreurs au sein de l'entreprise et d'autre part, de me laisser choisir ma voie, etc. Mais j'ai pas eu cette dynamique de mise sur orbite. Et donc, quand toi, tu décides d'y aller, là, il y a tes 2 frères et sœurs qui sont dans l'entreprise ou qu'on travaille dans l'entreprise, ils y sont plus, hein. Alors, ma plus grande sœur est toujours là. Elle travaille là. à mes côtés. Elle est au sein du COMEX. Elle a une double casquette d'ailleurs qui est celle d'une part de la liaison de l'entreprise avec les actionnaires familiaux. On appellerait ça dans une autre boîte relation investisseur ou relation actionnaire. Là, c'est plus un family office light, quoi. Bon, ça se passe bien cette partie-là. Et puis il y a une autre partie qui se passe extrêmement bien, qui est effectivement la relation avec les plus grands comptes de l'entreprise, parce qu'elle a de la crédibilité opérationnelle, elle a fait un parcours opérationnel important, et puis le stamp actionnarial qui fait que, d'une part, en interne, elle n'est pas perçue comme quelqu'un qui est très autoritaire ou qui joue les actionnaires, elle est très pédagogue, donc en interne, elle sait expliquer, mais tout en sachant que, elle est au COMEX, et donc, sur les plus grands comptes de l'entreprise, elle a cette relation de confiance à la fois avec les clients et en interne, qui fait que c'est une formidable représentante pour moi. Et donc, elle, c'est une aînée ou une deuxième? C'est une aînée, c'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est la plus grande. Okay. Et puis mon frère, lui, par contre, a commencé dans l'entreprise au sein du service aérien maritime en tant que commercial. Et puis bon, pour des raisons de changement de vie aussi, à un moment personnel, il a souhaité quitter l'entreprise. Pour prendre d'autres destinées. Donc il n'est pas resté très longtemps. Enfin, il est resté 3-4 ans. Mais effectivement, lui, quand j'arrive, il n'est plus du tout dans l'entreprise. Et toi, du coup, tu nous dis, finalement, tu rêves pas forcément d'Epner, tu sors de l'EDEC. Du transport, en tout cas. Ou du transport. Et donc, finalement, au fond de toi-même, tu viens pour quoi? Tu viens pour aider ton père? Tu viens parce que personne ne veut vraiment prendre le leadership? C'est quoi la dynamique? Non, moi je viens pour aider mon père. Moi, c'est un truc que mon père a mis du temps à comprendre, c'est que moi je viens pas pour moi, pour mon ambition personnelle ou pour l'histoire familiale. À l'époque, l'histoire familiale m'intéresse modérément. Elle fait partie des enjeux de réflexion que j'ai, mais elle n'est pas prioritaire. En revanche, rendre fier mon père, faire en sorte de sanctuariser le travail qu'il a effectué pendant toutes ces années, ça, j'en ai parfaitement conscience. Ça, pour le coup, c'est un moteur très fort. Ça a toujours été un moteur chez moi. Je suis pas très, j'ai pas de moteur matériel, quoi. Enfin, je suis comme tout le monde, mais c'est pas le premier moteur. Et voilà, j'apprécie qu'on reconnaisse mon travail, etc. Et ça, c'était un enjeu important pour moi pour rentrer dans l'entreprise. C'est intéressant parce que y a des académiques qui ont fait une étude sur les raisons pour lesquelles les familiaux rejoignent l'entreprise familiale. Et en fait, il y a globalement 4 cas. Il y en a 2 qui marchent, 2 qui marchent pas. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es dans le cas qui marche. Les 2 cas où ça marche, c'est quand on y va par devoir ou qu'on y va par vraiment ambition de rejoindre le mouvement familial et pour tout ce que tu viens de décrire. Donc tu es dans ce cas-là. Et le deuxième cas où ça marche très bien, et c'est souvent le cas en Asie, c'est quand tu es forcé d'y aller. Et en fait, quand tu es forcé d'y aller, ton ambition, c'est de fabriquer un prénom. Ce que tu as fait aussi, tu nous l'as décrit tout à l'heure. Puis les 2 cas où ça marche moins bien, c'est quand on y va parce que la soupe a l'air meilleure à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'on prend moins de risques. Et là, on n'arrive jamais à se fabriquer son prénom. Ou quand on revient pour sauver l'entreprise, appelé par la famille, par désespoir, et que finalement c'est quand même trop tard, on revient par culpabilité, et en fait le mal est déjà fait, et malgré toutes les bonnes expertises qu'on a pu développer ailleurs, ça ne fonctionne pas. Moi j'aimerais qu'on puisse parler également de la partie impact, impact social et ou environnemental, qui est quand même le sujet du moment, et puis c'est aussi le nom de cette émission. C'est quoi les enjeux pour Epner aujourd'hui sur cette thématique? Ils sont colossaux. Alors bon, d'abord, on est tous soumis au même challenge, transition environnementale et RSE en règle générale, et puis marque employeur, qui est extrêmement important. Donc il y a à la fois des enjeux de transformation qui sont inhérents aux attentes clients et au business futur, et puis il y a des enjeux d'attractivité, je dirais un peu de se rendre un peu de sex appeal sur le marché qui sont absolument nécessaires. Alors,
on doit jamais tomber dans le greenwashing ou dans quelque chose de superficiel. C'est le point d'attention qu'il faut avoir, parce que sinon, premier coup de vent économique, là, on s'apprête à rentrer dans une année avec un peu moins de visibilité. Les tentations, tout de suite, c'est de dire, voilà, on met ça de côté parce qu'on n'arrive pas à le monétiser, etc. Donc, il faut absolument que ça fasse partie du business model, ce qu'on a plutôt bien réussi à faire. Alors, pour répondre directement à ta question, nous, on a des enjeux autour de la RSE et particulièrement de la transition environnementale qui sont extrêmement forts. Alors, on dégage pas loin de 500 000 tonnes de CO2 par an, 450 ou 460, je ne sais plus le chiffre exact en tête, et 97% de nos émissions qui sont en scope 3. Donc avec la gestion de la sous-traitance, hein, comme je disais, on est organisateur de transport, et 2% en scope 1 et 1% en scope 2. Donc on a la main sur une toute petite partie, entre guillemets, en interne, et le reste, on doit le développer en externe. Et c'est ça notre principal enjeu, parce que c'est un enjeu de survie. C'est-à-dire c'est pas un enjeu cosmétique ou d'attractivité du consommateur, etc. C'est un enjeu de survie, sinon on ne pourra plus opérer, tout simplement. On ne pourra plus rentrer dans les centres-villes, parce que petit à petit, ça se ferme, parce que là, il y a les zones à faible émission, parce qu'on met les critères en place, parce que c'est ça. Et donc là, on a entamé, je pense qu'on a été très précurseur en la matière, et je pense que ça, c'est l'avantage d'un renouvellement familial qui s'est fait aussi après la transformation digitale. Mon premier axe, alors je me souviens que mon père appelait la DRH, si vous voulez, moi je suis presque à l'appeler direction de l'expérience collaborateur, j'exagère un peu, mais c'est direction RH. Mais lui, c'était où est le service du personnel, quoi. Donc on était déjà sur deux plans un peu différents. Donc ça, c'est vraiment l'un des points, notamment enfin, je caricaturais un peu ça, mais sur la partie transition environnementale, c'est pas quelque chose il l'a senti venir, parce que dès 2009, on signe une charte avec l'ADEME, dans lequel on s'engage à réduire très fortement nos émissions de CO2, ce qu'on a fait, hein, parce que le volume d'affaires a largement cru, tout en ayant une baisse de nos émissions de CO2. Donc on a évidemment réussi notre signature de charte, mais il y a un moment où moi j'anticipe que ce sera beaucoup plus qu'un enjeu cosmétique, communication, etc., mais que ça va devenir un enjeu réglementaire et d'attente client très forte. Alors on va pas se mentir, aujourd'hui les attentes clients, elles sont très clairement exprimées. Quand il s'agit de présenter l'offre qui va avec, là il y a plus de retenue, on va dire. Mais d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue opérationnel, il est absolument impératif qu'on le fasse. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, on a 22% de nos envois qui sont livrés avec des moyens verts en 2023. Notre objectif, c'est d'atteindre 30. Alors, l'année prochaine, la répartition, on a beaucoup avancé sur notre flotte en interne. On a fait un mix électrique, j'en profite pour dire au passage que c'est pas la panacée, gaz, biogaz, même triporteurs, etc., qui prennent de plus en plus d'ampleur, notamment sur les livraisons en centre-ville. Donc on a fait ce mix énergétique qui nous permet aujourd'hui d'afficher 22% de nos livraisons, avec 70% de modifications qui ont été faites sur notre propre flotte en interne, avec des investissements qui s'élèvent à peu près à 20 millions, et en même temps des sous-traitants qu'il faut embarquer. Et ça, c'est le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, on a 11% de nos sous-traitants en 2022 qui ont fait une modification de leurs moyens opérationnels. L'année prochaine, on vise 18%. D'une part, le prix du gaz a considérablement freiné notre plan qui était de passer au gaz et biogaz. Puis d'autre part, on a l'électrique qui pose un certain nombre de challenges aussi sur les moyens de recharge, sur ne serait-ce que la charge utile du véhicule, c'est-à-dire avec les batteries, vous pouvez plus mettre le même poids, etc. Donc ça crée d'autres problématiques autour de la productivité, autour des coûts qui sont difficilement gérables par les sous-traitants. Donc aujourd'hui, on a créé un pacte de sous-traitance qui commence d'ores et déjà à toucher à notre modèle opérationnel. Jusqu'à présent, on n'avait pas de contrat avec ces sous-traitants-là, et chaque envoi étant un contrat, on disait, bah écoute, s'engage sur rien, t'es là, demain t'es pas là, etc. Et c'était quelque chose de très flexible. Alors, dans la réalité des choses, ça se passe pas comme ça, parce que les bons sous-traitants, on fait tout pour les garder. Mais on a un turnover quand même pas neutre dans cette partie-là. Et donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour créer un pacte de sous-traitance dans lequel on s'engage d'une part à leur donner de la visibilité sur les contrats qu'on a avec eux pour qu'ils puissent aller voir eux-mêmes leurs financiers, et d'autre part, pour qu'ils puissent bénéficier des conditions d'achat qu'on a et suivre notre modèle, je dirais, opérationnel, qui, ces derniers temps, notamment en raison du prix du gaz et des difficultés électriques, s'étend aussi maintenant aux biocarburants, etc. Donc on leur fait bénéficier de toute notre approche, des cuves qu'on a, des achats de carburant qu'on fait, des achats de véhicules qu'on a, etc. Mais l'enjeu essentiel, il est là.
Et ensuite, on a même signé un Sustainable Air Freight Fuel Agreement avec Air France pour un client en particulier. Donc, on avance sur tous les types de modes de transport aussi pour décarboner, etc. Il y a la question de la modalité des transports qu'il va falloir, mais pour ça, on a besoin aussi que l'État s'engage. Hein. C'est bien de nous dire allez sur le train, mais enfin bon, après faut investir. Et donc il y a vraiment une volonté très forte. Et pour nous, c'est pas du tout un modèle d'affichage. C'est vraiment un modèle de survie et de pérennité et de pérennisation de l'entreprise où si on n'y va pas, dans 10 ans, on ne saura plus faire. Après, ce que ça suscite chez nous, c'est que ça suscite, encore une fois, ça renforce le sentiment d'appartenance, l'attractivité de l'entreprise, le sens qu'on donne. C'est un peu maintenant une espèce de lubie sur le sens qu'il faut donner à son travail au quotidien, mais c'est sûr que pour un jeune collaborateur qui rentre dans l'entreprise, bon, déjà, il est comme moi, il rêve pas d'aller dans le transport. Donc, si tu sais pas offrir derrière un peu une vision de la transformation et que si tu sais pas l'attirer en disant, mais va pas chez déjà des gens qui sont complètement verts, viens m'aider moi à faire ma transformation et challenger ma boîte en interne, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important, qui est notre transition environnementale. Après, il y a tous les autres enjeux autour de la RSE, du social, du sociétal, etc. On a aujourd'hui une somme dépensée en mécénat qui est importante sur à la fois des enjeux d'entrepreneuriat comme des enjeux plus associatifs. Hein. Par exemple, on finance une association qui me tient beaucoup à cœur, qui est Magie à l'hôpital. Je me permets de la citer parce que je me dis c'est une cause qui transcende un peu toutes les partis et toutes les visions partisanes. Les enfants à l'hôpital, vous pouvez penser ce que vous voulez, être de n'importe quel bord politique, normalement ça vous touche. Et donc je pense que pour une entreprise, c'est très intéressant. Et puis je suis sensible à cette cause à titre personnel. Et puis à côté de ça, je pense que sur le social, on fait beaucoup de choses parce que on a cette culture très ancienne d'une vision groupe. Encore une fois, le principe de subsidiarité fait que on a des managements très proches du terrain. Et donc il y a cette connivence, connexion. Évidemment, il y a toujours du frottement entre nos ouvriers, manutentionnaires, chauffeurs, etc., et les cadres de l'entreprise, que ce soit les cadres dirigeants ou les cadres commerciaux, etc. Alors, parfois, je suis obligé de rappeler au siège que cette partie-là existe, parce qu'ils ne voient pas tous les jours le terrain, etc. Mais sur le terrain, il y a une vraie connexion qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de féminisation plus important que le secteur. On est à 32%, on a un index d'égalité homme-femme de 89 sur 100 qui est au-dessus du secteur, qui fait que nos ouvriers sont, quand on est labellisé Great Place to Work aujourd'hui, c'est pas seulement les cadres ou les maîtrises qui sont heureux dans notre entreprise. J'y reviendrai, c'est plutôt la partie employée qui a moins de perspectives, mais les ouvriers sont assez heureux parce qu'on y fait attention, et pas seulement pour des raisons de feu social, etc., mais parce que quand on se lève à 3h30 du matin pour venir travailler à 4h, qu'on fait attention au colis des clients en considérant que c'est le sien, je trouve que voilà, il y a un coût du travail qui est ce qu'il est, mais il faut faire attention à ce que ces gens-là soient pas les laissés pour compte de l'histoire. Ça, c'est l'avantage aussi d'une entreprise familiale, c'est qu'on vous laisse faire ça. Et du coup, ça m'emmène sur le cercle des actionnaires. Là, on a parlé beaucoup du cercle de l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'au niveau de l'actionnariat, j'aimerais qu'on en parle un petit peu sur son organisation, les actionnaires familiaux, combien ils sont, comment tu vas attirer la nouvelle génération qui, pour le coup, est très appétente à ces enjeux sociaux et environnementaux? Est-ce que c'est un sujet pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça pousse aussi sur ce cercle-là ou pas trop? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, dans mes propres objectifs individuels, que ce soit à long terme ou que ce soit à court terme, moi j'ai des objectifs basés sur notre performance extra-financière. Notamment sur la notation EcoVadis, puisqu'on est EcoVadis Gold aujourd'hui, c'était notre objectif pour 2024, on l'a fait avec un an d'avance. Mais par exemple, les actionnaires ont choisi, dans ma rémunération, de pas tout baser sur le financier, etc., mais bien d'incrémenter une partie plus qualitative tournée vers ces enjeux sociétaux et environnementaux, ce qui prouve bien une prise de conscience de l'actionnariat sur ces sujets-là. Après, je pense que je ne vais pas caricaturer ce que pensent les générations ou faire de procès d'intention, mais je pense qu'on a une troisième génération qui est plus tournée vers l'excellence opérationnelle, l'histoire de l'entreprise, etc., et qui comprend bien ces enjeux-là et qui comprend que ça monte, les enjeux de transition environnementale, mais
quand on a 80 ans, etc., je ne suis pas sûr qu'on perçoive toujours bien notamment les appréhensions que peuvent avoir la nouvelle génération de cette situation-là. Mais ils l'entendent. Une quatrième génération qui y est attentive, mais je pense qu'on est aussi en train de passer à une génération où en fait il y a un petit élo. Il faut reconstituer un affectio societatis parce que le passage de la troisième à la quatrième, on n'a peut-être pas pris suffisamment le temps de bien expliquer tout ce qu'on faisait et de faire pourquoi on le faisait, et de redoter l'entreprise d'une vision et de professionnaliser l'ensemble de l'actionnariat. On considérait que ça allait de soi, etc. Et je pense qu'effectivement, la cinquième génération, par exemple, il y a régulièrement des demandes, non pas pour des financements d'entrepreneuriat, mais d'associations dans lesquelles les jeunes actionnaires peuvent être, etc. etc. Alors on les suit, pas seulement par clientélisme, en tout cas certainement pas par clientélisme, mais parce qu'on considère que c'est bien aussi que ces jeunes gens-là s'investissent et comprennent en quoi une entreprise comme la nôtre peut aussi aider un certain nombre d'acteurs à travers du mécénat à avancer. Donc on a aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, moi je suis le représentant, je suis le dernier de la quatrième génération en fait. Donc à mon board, on a 43 actionnaires, enfin à l'Assemblée Générale, on a 43 actionnaires qui sont essentiellement plus âgés que moi. Je n'ai ce retour, ce feedback des attentes de la cinquième génération que par bribes, un peu pris ici au vol, en AG, au déjeuner de l'AG, etc. Mais je sens bien que c'est une préoccupation, et au fur et à mesure que cette génération-là va monter, je suis absolument persuadé que les enjeux extra-financiers vont être de plus en plus importants dans la manière dont l'actionnariat le ressent. Donc je pense que raison de plus pour être attentif, parce qu'on est quand même là, in fine, pour satisfaire un actionnariat. Du coup, comment vous êtes organisé en termes de gouvernance? Conseil de famille, conseil de surveillance, directoire, conseil d'administration, c'est quoi votre modèle d'organisation? Alors jusqu'ici, on s'est basé sur un conseil de gestion, on est en SAS, donc conseil de gestion composé de 12 administrateurs. On pourra peut-être y en reparler, mais on a conservé la répartition. Alors on a trois administrateurs indépendants, dont l'indépendance, c'est plus, ils sont extérieurs qu'indépendants. C'est notre ancien directeur financier, etc. Bon, c'est des gens qui nous connaissent quand même très très bien, et qui ils sont pas inféodés, ils marchent pas le petit doigt sur la couture du pantalon, ils savent leurs responsabilités, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais voilà, ils connaissent bien l'entreprise, et parfois ils n'ont pas cette approche peut-être un peu plus challengeante que quelqu'un de l'extérieur, ne serait-ce que par curiosité pourra avoir. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et sur lequel on va avancer. Et puis d'autre part, on a des actionnaires familiaux qui sont répartis par branche, mais branche de la seconde génération. Donc cette notion de branche, elle a été très prégnante dans la manière dont la gouvernance a été appréhendée durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'une branche, quoi? Elle s'est divisée en sous-branches qui elles-mêmes sont autonomes par rapport aux branches des uns et des autres. Donc on se retrouve avec une répartition par branche qui est un peu étrange, sachant que l'éloignement moral, intellectuel, physique des uns et des autres a finalement un peu dispersé le sentiment d'appartenance à ces dites branches, et créant d'ailleurs des blocs d'actionnaires qui sont plus du tout assez protéiformes, et plus du tout ceux qu'on aurait pu imaginer de manière initiale. Alors mon enjeu à moi, ça a été un moment de travailler sur la création d'une charte familiale qui à la fois permet la création d'un conseil de famille pour permettre aux actionnaires familiaux qui sont aujourd'hui au conseil, parce qu'ils appartiennent à une branche plus que par critères objectifs, qualitatifs, sur le parcours, sur les compétences, etc. Et la motivation, évidemment. Créer un conseil de famille pour que ces gens-là puissent garder un espèce de think tank de l'AG sur un certain nombre de problématiques patrimoniales, les enjeux justement extra-financiers, la politique de dividendes, etc., sur lesquels ils puissent avoir la main, tout en laissant l'organe le plus professionnel, ou le plus proche de l'exécutif au niveau familial, c'est-à-dire le conseil de gestion, à la fois des membres indépendants et externes qu'on aura choisis ensemble, et à la fois quelques actionnaires familiaux, puisque dans la charte de famille, on draftait en fait un peu l'idée que les actionnaires familiaux devaient rester majoritaires au sein du conseil de gestion, mais à ceux qui sont les plus compétents. Et on peut très bien avoir,
dans un cas de figure, des administrateurs qui sont plus compétents, ou en tout cas, il y a plus d'administrateurs compétents dans une branche minoritaire que dans la branche majoritaire initiale. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Je dis pas que c'est le cas, mais ça peut être le cas. Et là, ça implique d'avoir une vision, notamment des administrateurs qu'on recrute, ou en tout cas qu'on nomme, qui soit vraiment basée sur du factuel, sur l'expérience, sur les compétences, etc. Et non plus sur bah tiens, t'es mon frère, j'ai eu le rôle pendant 4 ans, t'as qu'à prendre mon relais, moi j'en ai ras-le-bol, etc. Donc voilà, faut qu'on professionnalise ça. Ça prend du temps. Je dis pas que derrière, il faudra pas peut-être qu'on revoie même un peu plus la structure de gouvernance, mais aujourd'hui, c'est déjà la première étape sur laquelle on se dirige. Alors ça se fait en temps calme, donc ça implique d'avoir un dialogue qui soit apaisé au sein de la famille. Voilà, et comme toutes les familles, bah, on a des moments un peu plus compliqués, et je pense que ça va se faire dans l'année à venir. Donc voilà. Ok. On a le droit de vendre ses parts quand on est actionnaire familial dans ta famille, ou c'est tabou? Je pense que ça doit plus être tabou parce que, d'abord, encore une fois, l'affectio societatis diminue avec l'éloignement, d'une part, générationnel, hein, de l'histoire familiale, et puis quand vous avez 0,02% d'une entreprise, qu'est-ce que vous faites de ça? Que en plus de ça, l'éloignement... en fait, c'est une double approche. C'est-à-dire qu'il y a l'approche évidemment actionnariale. Donc, qu'est-ce que je fais de 0,2% d'une action d'un actionnaire comme celui-là? D'autre part, moi j'ai des besoins, j'ai une situation personnelle. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a des gens qui ont des besoins de cash-in à un moment, ou de prendre un peu d'argent pour des problématiques personnelles. Il y en a qui ont des situations familiales, qui n'ont pas d'enfants, etc., sur lesquelles ou qui sont en indivision, sur lesquels, à un moment, il y a des problématiques fiscales qui se posent, ou des problématiques ne serait-ce que de transmission qui se posent derrière. Et là, il faut bien pouvoir offrir à cet actionnariat-là une possibilité de trouver une solution. Sachant qu'on n'avait jamais mis en place une bourse d'échange, etc. Et qu'on a assez longtemps été retenu, entre guillemets, par les pactes du trade, notamment les engagements de conservation de titres individuels et collectifs, dont on est sorti de l'obligation fin août dernier. Donc on a mis en place nous-mêmes deux grosses enveloppes successives de rachat-annulation d'actions. Alors c'est pas dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'on l'a fait pour pouvoir permettre à des actionnaires qui n'avaient jamais pu bénéficier de ces possibilités de sortie-là, d'une fenêtre fiscale pertinente pour pouvoir le faire, etc. Et l'année dernière, il y a eu une première salve qui a été quand même assez souscrite. Après, c'est là qu'on se rend compte aussi, et c'est là où je disais il y a deux volets, de l'importance du sentiment familial dans l'acte de vente. Il y a beaucoup de gens qui clamaient en disant « mais moi je vendrai demain matin », puis qui tout d'un coup, mis au pied du mur, disent « mais si je vends, est-ce que je fais toujours partie de la famille? Est-ce que je suis toujours bien dans le scope, etc. » Et là, c'est important de pouvoir les rassurer en disant « mais attendez, ça n'a rien à voir, c'est deux choses bien différentes, etc. » Et il y en a qui se sentent inversement plus proches de la famille, et du coup qui disent « bah oui, mais moi, qu'est-ce qui me retient aujourd'hui de vendre? Je suis plus intéressé de manière exécutive au groupe, je suis plus intéressé vraiment à l'histoire du groupe, et je me sens pas très proche de la famille, et je m'en fous. Donc permettez-moi de sortir. » Donc voilà, je pense qu'il est très important et sain alors là, on procède par deux blocs, ce ne sera pas toujours le cas. Je pense qu'il faudra mettre des choses plus fines dans le temps. Mais c'est très important que le capital puisse respirer. Ce d'autant que, et c'est un point qui me semble essentiel, dans une entreprise familiale, il ne faut jamais se rappeler que ce n'est pas une rente. Vous n'avez pas, vous avez des actions, donc tous les ans, vous touchez tant de dividendes. Une entreprise, ça reste une prise de risque, ça reste une aventure entrepreneuriale, soumise à des aléas conjoncturels, structurels, etc., des disruptions technologiques. Et donc, il faut être absolument compréhensif vis-à-vis d'une possibilité de vendre, vis-à-vis d'une possibilité que tout d'un coup, on ne touche plus de dividendes. Et donc, pour ceux qui se sont un peu habitués à un train de vie où on verse tant de dividendes, on peut en avoir moins, comme on peut en avoir plus, mais on peut en avoir moins. Et on peut ne plus en distribuer pendant 4 ans pour faire, par exemple, la transition environnementale, parce que ça demande beaucoup d'argent. Et voilà, ça c'est ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle dans le langage des experts les conflits d'intérêts qui peuvent exister entre ces trois cercles. Hein, je les ai décrits tout à l'heure, l'entreprise, les actionnaires et la famille. Chacun de ces cercles peut avoir des objectifs différents. Et en cascade, par branche ou par holding ou par groupe de famille ou par génération.
Et effectivement, le classique, c'est l'entreprise a besoin de faire un investissement et les actionnaires ont besoin de dividendes. Et donc là, il y a des conflits d'intérêts qui se posent, qui ne sont pas toujours traités de la même manière dans les familles. Parfois, c'est assez arbitraire. Il y a un pourcentage qui est posé sur, en gros, la part de dividendes qui doit être versée chaque année. Et c'est vrai que ça pose des contraintes supplémentaires à ces entreprises familiales, qui généralement ont une longévité plus longue que les autres entreprises parce qu'elles laissent souvent beaucoup d'argent dans l'entreprise justement par stress d'en manquer. C'est pour ça qu'elles passent les périodes difficiles plus facilement. Mais en même temps, lorsqu'on a effectivement des actionnaires familiaux qui sont moins impliqués, eh bien, ils veulent d'une certaine manière soit être rémunérés de cette détention d'actions, soit pouvoir sortir à un prix qui est correct pour tout le monde, quoi. Oui, je pense que j'ai rien à ajouter, c'est extrêmement clair, mais je voudrais quand même ajouter que les actionnaires en question, moi j'ai entendu dans une discussion récente, on veut récupérer nos billes. Récupérer nos billes de quoi? Quand on est actionnaire héritier et qu'on n'a jamais mis un euro dans l'entreprise, quelle est la légitimité à réclamer une rentabilité du capital qui soit comparable à des obligations, comme j'ai pu l'entendre récemment, de 7% sur 8 ans, etc. Ça n'a pas de sens, et je pense que c'est pas le sens de l'histoire d'une entreprise, où je pense qu'il doit y avoir qu'on ait évidemment qu'on ait des droits en tant qu'actionnaire de toucher des dividendes, et c'est absolument incontestable. Mais que on oublie qu'on n'a jamais mis un euro dedans, c'est foncièrement oublier son histoire personnelle. Donc je pense que c'est important que tout le monde ait bien en tête. Et c'est là qu'il y a des enjeux de professionnalisation de la famille et du cercle des actionnaires. Parce que quand tu poses une vision familiale, et qu'en cascade elle descend sur l'entreprise, mais elle descend aussi sur les actionnaires, et là on peut imaginer beaucoup de choses, notamment comment on finance des projets entrepreneuriaux dans la famille qui n'ont peut-être rien à voir avec cette entreprise familiale, pour développer une pépinière de business ou une pépinière d'entreprise, et venir financer d'autres projets différemment, qui viennent du coup ouvrir le champ des possibles, plutôt que de le recentrer sur parfois cet animal que peut être l'entreprise. On n'est pas loin de la fin de cet entretien, Jean-Thomas, et j'ai encore quelques questions à te poser. Moi, je voulais que tu nous évoques l'entreprise, mais plutôt d'ici 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'elle sera familiale après toi? Comment tu prépares ça? Comment tu envisages ça? C'est quoi le très loin? Oui, alors moi je me considère comme étant un passeur de témoins. Je n'ai pas ni l'intention de vendre. Alors juste peut-être une petite parenthèse là-dessus. Mon père a eu l'intelligence de me mettre très confortable avec cette notion-là, en me disant si un jour tu es dans un corner stratégique, ne coule pas avec l'idée que tu vends l'histoire de la famille, etc. Ne meurs pas avec tes idées, quoi. Et là, ça détend. C'est bizarre, mais en fait, ça donne encore plus la conviction qu'il faut la garder et passer le témoin. Et donc, j'ai trouvé que c'était formidable parce que voilà, ça met plus de tabou sur ce sujet. Ceci étant dit, mon idée, c'est quand même de passer à la 5e génération, quelle qu'elle soit, et là encore, au plus compétent. Il ne s'agit pas de faire du népotisme, mes enfants sont bien trop jeunes de toute façon pour que j'envisage. Mais pour moi, c'est une aventure qui doit se poursuivre. Avec quelle famille? Ça, c'est une autre question. Encore une fois, moi je pense qu'il faut bien que tout le monde adhère au principe d'entrepreneuriat, au principe d'entrepreneuriat, au principe de prise de risque, etc. Ceux qui ne veulent plus, ceux qui se sentent plus prêts, mon rôle à moi, c'est de leur accorder la possibilité d'en sortir. Mais une entreprise, ça reste une entreprise, et ça, pour le coup, je suis extrêmement clair avec les objectifs d'une entreprise. Et si on veut pouvoir, pour répondre à la question de où on se voit dans 20 ans, pouvoir être ce qu'on veut être dans 20 ans, avec une ambition affichée d'être un des leaders européens du transport et de la logistique, qui capitalise sur une avancée en termes d'innovation, en fondant son expérience client sur l'usage de nouvelles technologies, la logistique intelligente, la robotisation, l'IA qu'on utilise déjà aujourd'hui, la transition environnementale, avec l'usage évidemment des véhicules électriques, des biocarburants, d'usage de nouveaux modes, etc., qu'on veut rester une marque employeur extrêmement pertinente, pas seulement sur le marché français, mais sur le marché européen dans sa globalité, etc. Tout ça va demander des investissements extrêmement lourds, va demander du temps long, donc une acceptation aussi de rendement à plus long terme. Et ça implique évidemment que tout le monde soit bien aligné avec les objectifs de cette entreprise, d'une part sur le fond, comme je viens de l'écrire, mais aussi sur la forme et sur la compréhension qu'en tant que, encore une fois, héritier actionnarial,
On peut pas attendre que ce soit une rente et avec des rendements élevés, etc., mais bien une histoire collective qu'on construit. On a tendance souvent à dire que, en fait, il n'y a qu'un tiers des entreprises familiales qui passent chaque génération. Ce qui fait que quand tu arrives à la quatrième, il en reste quelques pourcents finalement. Et à travers le monde, les académiques, ce qu'ils ont démontré, c'est que celles qui arrivent à passer les générations, elles font quelque chose que ne font pas les autres. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Et donc chaque génération est capable de s'emparer des enjeux de son temps, d'une certaine manière, pas de la génération d'avant, en faisant que dupliquer, mais sur ce qu'il y a devant. Donc tu les as cités, il y a tous les enjeux environnementaux, mais il y a comment on utilise l'IA, comment tout ça se développe, comment on grossit malgré tout, et puis comment on va embarquer les futurs actionnaires pour développer ces projets-là, quoi. Je voudrais terminer sur une question un peu différente, qui est une sorte d'allégorie de ce que représente l'entreprise familiale pour ses actionnaires familiaux. Et j'aimerais te demander si c'était un membre de la famille, cette entreprise familiale, ça serait qui pour toi? Moi, je pense que c'est le membre sympa qui réunit tout le monde. En fait, ce qui est effectivement formidable, c'est que on a en face de nous un objet social qui rend les gens fiers, qui crée ces sentiments d'appartenance, qui donne envie de se voir au sein des actionnaires. Et on a tous, et tu l'as très bien décrit, des conflits d'intérêts potentiels, latents, etc. On a des vies propres, on est par nous et par vous dans le monde, etc. Et ce qui nous réunit et ce qui fait que finalement on s'engage tous sur un but commun, c'est effectivement cette entreprise. Et donc pour moi, ce serait un membre de la famille d'une importance capitale, parce que c'est pas son dirigeant en fait qui fait qu'on se rejoint, c'est effectivement cette personne-là qui est celle qui concentre toute notre attention parce qu'elle nous rend fiers, parce qu'elle nous rend curieux, parce qu'elle nous intéresse et qu'elle correspond à ce que nos histoires personnelles peuvent recouvrir, qu'elles soient positives ou négatives. En réalité, on a tous en nous cette part du groupe qui nous réunit et qui nous invite à nous questionner sur qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc voilà, je trouve Et que c'est un central. Ce serait un homme, ce serait une femme, il serait de ta génération, de la génération d'avant, de la génération d'après. Il est où dans cette si je reste dans l'air du temps et non genré. Okay. Ça, moi, je me fais pas d'ennemis. Non, quel âge il aurait il aurait son âge, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait, mais ce serait une femme âgée, mais très jeune dans la tête, parce que je laisse c'est dans la tête. Ouais, une femme âgée. Tiens, je viens de le dire, tu vois, comme quoi. C'est comme ça que je la vois, mais peut-être parce qu'on appelle ça une entreprise. Donc, non, je sais pas. C'est la voie de la raison. Voilà. Jean-Thomas, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à bientôt sur le prochain épisode de Génération Impact.